Et nous y voilà déjà la conclusion de la première trilogie. Énorme succès de Le Pirate des Caraïbes 3, At World's End. Que voulez-vous de plus? Le monde est en train de s'effondrer. La Compagnie des Indes a récupéré le cœur de Davy Jones et l'utilise pour faire chanter le maître du Kraken. La créature est désormais au service de la Compagnie des Indes et détruit bateau après bateau le monde de la piraterie. C'est ce moment que Barbossa et Elizabeth Swann et Will Turner décident d'agir pour peut-être aller sauver de manière improbable un certain Jack Sparrow. Pourquoi je voudrais naviguer avec vous? Vous êtes 4 à avoir essayé de me tuer. Ce troisième film, même si j'ai fait un pitch beaucoup plus condensé, beaucoup plus simple, reste très complexe. Les alliances et les mésalliances vont se poursuivre, mais il est clair dès le début qu'il s'agit pour le film de conclure beaucoup d'arcs qui ont été ouverts dans le deuxième film, où va aller l'amour entre Elizabeth Swann et bien sûr Will Turner. Est-ce que Jack Sparrow va enfin réussir à obtenir ce qu'il espère, récupérer la perle noire et être donc le capitaine qu'il espère être? Est-ce que Barbossa va réussir à trouver la paix après tout ce qui lui est arrivé et tout ce que Jack Sparrow lui a fait? Est-ce que Davy Jones va être enfin guéri de sa malédiction ou subir la punition qu'elle mérite? Bref, énormément d'éléments qui vont se croiser, s'intercroiser. Les personnages, encore une fois, faisant des circonvolutions entre nous sommes alliés, nous sommes ennemis, dans le plus pur style de la série, à la nuance près que l'écriture va être malgré tout un peu plus linéaire. Là où le deuxième film nous avait amené un grand pas en avant dans le fantastique avec le Kraken, dont j'ai assez parlé, je vais arrêter de vous rebattre les oreilles avec mon poulpe préféré, mais en l'occurrence, on se retrouve face à un film qui, quelque part, a du mal à retrouver un sens du merveilleux. Le film commence à Singapour, et Dieu sait que c'est intéressant de découvrir l'univers de Singapour et de voir Chow Yun-fat, acteur que j'adore, si vous n'avez jamais vu, à toute épreuve, mon Dieu, regardez à toute épreuve, matez The Killer, c'est... Ça fait plaisir de découvrir du nouveau casting et des nouveaux univers, mais il faut admettre que dès le départ, le merveilleux est un peu absent. Le ton de ce film étant dès le début donné, il est beaucoup plus sombre et se veut résolument plus adulte dans sa thématique et dans ce qu'il essaie d'aborder sur le fond. Malheureusement, perdant de ce fait une partie du public familial, puisque si par définition c'est le public familial qui était visé, il s'agissait de l'emmener avec toi jusqu'à la fin. Et là, dès le début de ce troisième film, quand même, un film Disney, grand public, commence par une pendaison d'enfants. Tu le sens venir, le coup du... C'est pour toute la famille? Non, non, pas cette fois-ci, non. Non, la conclusion, vous la raconterez à vos enfants. C'est mieux. Il y a donc dans ce troisième opus un problème de base que le film ne va pas réellement résoudre. Il va retrouver de l'amusement, on va avoir des passages absolument géniaux, notamment quand les personnages vont chercher Jack Sparrow. Là, le film retrouve un sens du merveilleux qui est absolument génial. La fameuse scène du haut est en bas qui est absolument kiffante à mort et qui fonctionne très bien. Je pense que c'est la meilleure partie du film d'ailleurs. Mais à partir du moment où le film va vers sa conclusion, il y a toute une partie où les alliances et les mésalliances, logiques encore une fois en termes d'écriture, complexifient la narration et le film a plus de mal à trouver de l'enjeu visuel. La preuve, c'est que j'ai même du mal à me souvenir des alliances et des mésalliances clairement. Les personnages, ça devient un peu confus. Et même si on comprend les différents retournements et qu'on arrive heureusement à la grande scène de spectacle final en ayant bien compris qui fait quoi, on passe quand même par un passage dans le film où c'est un petit peu trop compliqué, notamment autour du personnage de Lord Cutler Beckett. Pour arriver à un passage très sympa où on découvre la confrérie des pirates où on voit encore la générosité et les préceptes du premier film qui sont bien respectés. Nos fameux pirates sont tous des sept mers, donc on a une représentation asiate, black, enfant de la totale. Et ils ont tous des éléments qui font qui ont toujours cet équilibre de vraisemblance fantastique que cherchait Gore Verbinski. Donc on a les Français avec des tronches pas possibles poudrées mais qui ont les ongles dégueulasses et les dents aussi, les Mexicains avec les moustaches et tout ça, les muchachos, je caricature, mais qui ont aussi les ongles pourris, ainsi de suite. Donc chacun des personnages retrouve quand même ce qui fait l'essence de vraisemblance et de côté sale un peu qui donne de la densité à leur contexte, ce qui fait qu'on arrive à croire à cette confrérie des pirates plus ou moins, alors qu'elle est absurde, elle est clairement faite pour être drôle in fine, mais elle donne un sens du vraisemblable malgré tout parce que les films ont réussi admirablement à garder une certaine cohérence de leur univers, de garder ce côté vraisemblable et fantastique. Au diable le code! On en a rien à faire!
Le code, c'est la loi. Malheureusement, le film est un peu moins malin, et c'est syncrétisé par notamment le vote du roi du pirate qui est un peu évident, qu'on sent venir. Le côté malin de Jack Sparrow, là, c'est surtout que les autres sont bêtes. Et c'est un petit peu ce... Il y a cette assiette-là qui ne trouve pas toujours sa place dans le film, je trouve. Nonobstant, cette scène reste sympathique, elle est assez drôle, avec notamment Keith Richards dans le rôle du père de Jack Sparrow, et je trouve que ça marche vraiment bien. Ils ont un rapport assez drôle. La relation, le décalage qu'il y a entre lui et Jack Sparrow, je trouve, fonctionne plutôt bien, et on voit un peu pourquoi Jack Sparrow est complètement autre, d'une certaine manière, mais qui respecte, qui a même peur de son père. Des petites choses comme ça qui densifient l'univers et qui le rendent assez drôle. Et je n'en ai pas parlé dans les différents films, mais il y a un running gag que je trouve pour le coup franchement intéressant, c'est le fameux running gag du chien avec ses clés. Il y a carrément des personnages qui vont te dire, qui sont enfermés en prison, qui te disent « Ah mon Dieu, mais il est passé où ce fameux chien avec ses clés ?» Puisque dans le premier film, Jack Sparrow essaye de récupérer les clés de prison qui sont gardées par un chien, et il n'y arrive pas, il y a ce running gag constant du chien avec ses clés qui peut faire sortir les gens de prison, et donc ça revient carrément comme une ligne de dialogue. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont tombés sur cette ligne en disant « Non mais attends, tu veux tuer la suspension de crédulité, tu fais ça. » Oui et non, parce que c'est aussi une manière hyper maligne de dire, de toujours ouvrir cette porte vers la fantaisie dans un univers qui allait, dans ce troisième film, est de plus en plus sombre et vraisemblable dans son côté adulte. C'est ce type d'élément-là, ça explose le truc pour dire non mais attends, on sait dans quel univers on est, on sait ce qu'on vous raconte, et le sujet du film, c'est pas de vous crisper sur le fait que ce soit sombre et réaliste. Ça reste un univers vraisemblable et fantastique. Comment? Faites des tortues de mer. Et la fameuse bataille finale de ce troisième film est juste dingue. Elle mêle, je trouve, avec une grande habileté du spectaculaire absolument fou, deux bateaux s'affrontant dans un immense tourbillon, dans un maelstrom, et on trouve finalement dans cette séquence un sens du spectaculaire qui est vraiment la quintessence des trois films, du combat à l'épée drôle et en même temps extrêmement romanesque, et évidemment le mariage pendant la baston de fin est très sympa, et je trouve conclu de manière épique et romantique l'histoire entre Will et Elizabeth. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas les acteurs et les personnages, la mise en scène fait le travail, et on finit par apprécier ce couple qui finit par se retrouver dans une certaine forme de confrontation et d'équilibre de leur couple, qui est aussi une réponse à la question de la trahison, de la fidélité, de la parole donnée du deuxième film. Bref, c'est vraiment bien écrit et la mise en scène l'amène réellement à sa quintessence. Est-ce que c'est extraordinaire comme couple romantique, et est-ce qu'on retiendra dans l'histoire du cinéma Will Turner et Elizabeth Swann? Peut-être pas, mais ils ont eu une conclusion de qualité, ça c'est sûr. Au-delà de tout ça, on a les différents enjeux entre les différents personnages, le combat entre Jack Sparrow évidemment et Davy Jones, le rapport entre Davy Jones et Calypso, même la conclusion du méchant Lord Cutler Beckett, même si elle n'est pas incroyable, elle reste efficace. Donc on a un très très beau spectacle, le film arrive réellement à faire quelque chose que j'estime être à couper le souffle. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas ce film, je le trouve trop long, et je suis d'accord, il a des longueurs, il n'arrive pas toujours. Encore une fois, entre le moment où Jack est retrouvé et la bataille finale, il y a quand même pas mal de moments qui restent un petit peu trop confus. D'un autre côté, si je vous tue, le compas pourrait me servir à trouver la baie des naufragés sans votre aide. Ça s'appelle supprimer les intermédiaires. Elisabeth, ce sont des pirates. Je crois avoir suffisamment d'expérience avec les pirates. Parce que oui, le vrai truc qu'on peut critiquer selon moi à ce troisième Pirates des Caraïbes, c'est qu'il n'est pas le 2. Il n'est pas le 2. Le 2 avait trouvé un sens du spectaculaire, un sens de la tension, avec notamment le Kraken, que le troisième film, même avec le Maelstrom, même avec Calypso, même avec le banquet des pirates, ou même avec les passages très sympathiques quand Jack Sparrow est sauvé par les membres de l'équipe, et le voyage qu'il y a en aller et en retour, on ne retrouve pas, malgré tout, cet équilibre assez fin que le deuxième film avait trouvé. Mais comprenez-moi, de mon point de vue, on a le 3 qui est là, et le 2 qui est là-haut, quoi. Le 3, il n'est pas mauvais, il est même très bon, mais c'est le 2 qui avait mis la barre très haute, et qui avait fait que qui fait que du coup, ce troisième film ne peut pas être complètement apprécié à sa juste valeur. Il arrive juste après un excellent film de divertissement, peut-être même un chef-d'œuvre de divertissement, je trouve, notamment par cette superbe idée de mise en scène de scénario qu'est le Kraken. Du coup, ce troisième film déçoit souvent, et est souvent pris comme une sorte de film Glooby-Boulga,
parce qu'il est trop dense. Et du coup, on a rangé Gore Verbinski au rang des réalisateurs un petit peu d'entertainment facile. On lui donne plein de pognon et il met plein de choses à l'écran. Ce que je trouve est notamment injuste, mais absolument pas vrai concernant cette trilogie. C'est le capitaine! Monsieur Pétille de Schnorr! Tiens! Monsieur Gibbs! À vos ordres, capitaine! J'en étais sûr. Et j'aimerais des excuses après ce que j'ai subi. Pardon. Parce que oui, si je dois faire une grande conclusion de cette trilogie, je trouve qu'elle est assez mal jugée. On parle souvent du Seigneur des Anneaux comme une excellente trilogie, je suis le premier à être d'accord, mais c'est une trilogie qui a de vrais défauts. La qualité des films décroît entre le 1, le 2e et le 3e. Je sais que beaucoup de gens apprécient beaucoup cette trilogie et vendent le 3e avec des moments épiques incroyables. Et c'est vrai, j'adore moi ces 3 films, donc il n'y a pas de problème, en parlant du Seigneur des Anneaux. Mais il y avait clairement entre le 1, qui est beaucoup plus solide en termes cinématographiques, une perte de qualité vers le 2 et vers le 3. Même si ça arrive à trouver son équilibre et qu'on a quand même le souffle épique qui augmente, la qualité cinématographique descend. Il y a de vrais problèmes dans le 3e. Là, je trouve qu'à comparer, la trilogie du Pirate des Caraïbes est beaucoup plus stable, maîtrise beaucoup mieux son univers, et au final, même si je mets le 2 devant le 3, a un univers global qui est beaucoup plus juste et des effets spéciaux qui ont été, entre guillemets, mieux gérés. Vous allez me dire, c'est facile de critiquer un film qui a été réalisé sur... une trilogie qui a été réalisée sur 4 ans et une trilogie qui a été réalisée sur plus de 8 ans. Bah oui, on est d'accord. Le 2 et le 3 ont été faits ensemble et sont sortis à un an d'intervalle. Mais le 1 avait été fait 4 ans avant, a été sorti 4 ans avant. Ok, d'accord, je suis d'accord avec vous. Je mettais juste en exergue le fait que Le Seigneur des Anneaux est porté au pilori et on le garde dans l'histoire du cinéma comme une trilogie exceptionnelle. Il l'est, mais le Pirate des Caraïbes aussi, hein. Incontestablement. On a vraiment là une des meilleures trilogies de grand spectacle familial de ces 20 dernières années et elle est discréditée pour moi pour de mauvaises raisons. Notamment parce que après, malheureusement, le Pirate des Caraïbes, Gore Verbinski n'a pas refait de grands films qui ont marché. Il a fait Lone Ranger, qui est un film franchement moyen. Et c'est finalement redevenu un réalisateur dont on connaît le nom, mais dont on suit finalement assez peu le travail. Or, je me permets de faire une parenthèse sur lui, et je vous conseille de voir son film The Weatherman, le monsieur de la météo, avec Nicolas Cage, qui est un très très bon film sur la question du modèle américain et de la médiocrité. C'est un très 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 bon film là-dessus. C'est une comédie. Mais ce qu'elle dit sur le fond et comment elle en parle est brillante, et le dernier plan est aussi entre un côté absurde, rigolo, et un côté horrible et glaçant. Je vous conseille réellement de le voir. Accuracy equals focusing on a point. Ce troisième film affirme une bonne fois pour toutes un discours qui est quand même étrangement anti-Disney. Il y a un véritable discours sur la nécessité de la rébellion, sur la nécessité des gens différents, sur la nécessité pour ces personnes-là de se battre pour garder leurs différences et pour conserver leur liberté. Mais pas forcément la liberté de manière caricaturale, la liberté d'être ce qu'on est. Ah, c'est les vergues! Tas de calages et de cossards! La mort est une journée qui mérite d'être vécue! Moi, je vous conseille cette trilogie, je la trouve très bien. Merci beaucoup de me l'avoir voté pour ce Noël. Ça m'a fait un grand plaisir de revenir sur cette trilogie dans ces 3 vlogs. J'espère ne pas avoir fait trop long. J'en profite puisque c'est le dernier vlog. Aidez-moi à développer la chaîne. J'ai un grand kiff à vous faire ces vlogs. Je vais essayer de faire plein d'autres éléments. Il y a des épisodes de Gentleman qui vont arriver. Une série que j'ai déjà faite. Il y a déjà des vidéos à regarder. Je vais probablement faire des vidéos d'analyse qui seront un petit peu plus documentaires aussi, qui vont arriver aussi. Donc si vous aimez ce que je fais et que vous voulez soutenir, n'hésitez pas. Suivez-moi sur Instagram. Je fais aussi des articles. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et lire ça sur le blog. Un mec qui parle trop en WordPress.com. Si vous avez des idées pour améliorer les vlogs, des choses qui me permettraient de progresser, n'hésitez surtout pas. Je ne veux pas vous saouler à chaque fois un vlog à faire ça. Je le fais une fois, je le fais à ce moment-là. Et surtout, paix et prospérité.